Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand honneur que d'être invité à cette rencontre internationale dans un lieu aussi prestigieux que l'Académie des sciences de Turin, face à des collègues aussi renommés. Je tiens à remercier tout particulièrement Vanna Bega pour cette invitation. Permettez-moi de dédier cette présentation à tous mes amis, étudiants, chercheurs et villageois syriens que j'ai eu la chance de côtoyer sur le terrain pendant mes 25 années de travail en Syrie, dont 4 ans en poste à Damas, à l'IFPO, après ma thèse, déjà bien lointaine. Vanna m'a proposé de présenter 50 ans de découvertes majeures récentes en Syrie. Il n'est pas question ici d'aborder bien sûr toutes les découvertes principales de l'archéologie des 50 dernières années. Même en me contentant de retracer à très grands traits la période qui va du néolithique à l'âge du bronze ancien, soit en gros de 10 000 à 2000 avant notre ère, pour ce qui concerne cette région du monde, cela aurait été une gageure. C'est donc une simple évocation à laquelle je vais me livrer, faite de bribes, comme toute reconstitution historique, a fortiori lorsqu'on s'attache à des périodes aussi lointaines. Cette tâche est d'autant plus difficile que grâce à la multiplication des travaux internationaux encouragés par la Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie, dans le cadre de programmes montés le plus souvent en collaboration, notre connaissance de ce territoire s'est considérablement enrichie et approfondie depuis les années 80. La recherche a bénéficié de l'apport de nouveaux outils, comme la géophysique, l'exploitation des images satellitaires ou de nouvelles méthodes de datation, notamment. De nouvelles manières d'envisager les sites en étroite relation avec leur environnement et à différentes échelles a aussi contribué à bouleverser nos connaissances. J'insisterai surtout sur la période du bronze ancien, qui est ma période de prédilection, et ne ferai qu'évoquer très rapidement le néolithique et le chalcolithique. Je ne parlerai pas ici de capitales régionales bien connues pour l'âge du bronze, comme celle de Mari sur l'Euphrate et d'Ougarit sur la côte, deux sites où j'ai eu la chance de travailler, et encore moins d'Ebla, évidemment, en Syrie du Nord-Ouest, devant des spécialistes. Ces sites sont fouillés depuis bien longtemps et sont fondateurs de l'archéologie à l'âge du bronze en Syrie. J'ai préféré m'attacher à d'autres découvertes qui me paraissent très importantes également et qui sont issues de fouilles récentes. En effet, elles me semblent éclairer d'un jour tout à fait nouveau l'archéologie de la région en bouleversant notre appréhension du territoire syrien. La Syrie offre une histoire parmi les plus longues et les plus riches du monde depuis le Paléolithique, avec les premières attestations de présence d'Homo erectus en Syrie occidentale il y a 1 million d'années, au Paléolithique inférieur. Des centaines de tels, des collines artificielles nées de la succession au même emplacement de niveaux archéologiques sur les sites le plus souvent habités pendant des siècles, parfois sans interruption pour les plus hauts, parsèment le territoire syrien. C'est particulièrement vrai dans la Djézireh, dans la partie proprement mésopotamienne de la Syrie, à l'est de l'Euphrate. Cette richesse archéologique tout à fait remarquable du territoire syrien s'inscrit dans le contexte d'une vaste région de l'Asie du Sud-Ouest, marquée par des cultures très anciennes, comme vous le montre cette carte, où apparaissent également les frontières des États modernes. C'est l'un des berceaux de l'humanité et de la civilisation urbaine. Cette richesse archéologique tout à fait remarquable du territoire syrien s'explique surtout, peut-être, par sa géographie. C'est une région marquée par une très grande diversité d'écosystèmes, comme j'ai essayé de le montrer à travers ces quelques images. Elle nous emmène de la plaine alluviale mésopotamienne, à l'est, à la région côtière méditerranéenne, à l'ouest, des régions de piémont et de plateau, au nord, aux steppes de la Syrie centrale, qui se trouvent aux marges du grand désert d'Arabie, jusqu'au désert basaltique, au sud-ouest. Voici quelques étapes clés du développement historique pour la très longue période qui s'étend du néolithique au bronze ancien. La période néolithique voit naître les premiers villages, l'agriculture, l'élevage,
puis la poterie. La période chalcolithique, surtout connue en Syrie pendant la phase late chalcolithique, entre 4500 et 3100 environ, est caractérisée par ce que l'on désigne communément par les termes de complexification sociale et de chefferie. De plus, on constate alors un développement des échanges dans des proportions inégalées jusque-là. Je parlais de géographie intimement liée à l'histoire. Cette diapositive l'illustre clairement, je pense. En effet, la richesse archéologique du territoire syrien à la période néolithique s'explique par le fait qu'une bonne partie s'inscrit dans ce que l'on appelle à juste titre le croissant fertile, une région dont les limites sont hachurées en orange sur cette carte. Dans cette zone, qui englobe une partie de la Syrie actuelle, poussent des céréales sauvages, et ce n'est pas un hasard si la domestication des céréales s'y produit pour la première fois dans le monde. La domestication d'animaux, chèvres, moutons et peut-être bovins, se concrétise assurément à partir de 8500-8300, après peut-être des premières expériences de domestication dès 9500 avant notre ère, lors d'expériences d'intensification dans la gestion de troupeaux d'animaux. Cette image est là pour souligner à quel point il s'agit d'un processus et combien les bornes chronologiques présentées sont appelées à être mobiles à l'occasion de nouvelles découvertes. Cette carte, issue des recherches pionnières conduite par mes collègues à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, permet de localiser les sites néolithiques majeurs de Syrie. Sans surprise, les premiers villages de sédentaires, au IXe millénaire, s'établissent là où il y a de l'eau, et donc sur le moyen Euphrate. On en trouve également en Syrie intérieure, dans l'oasis d'El-Kom. Les autres sites, un peu plus à l'ouest, sont des campements. Leur présence en terre aride révèle que la steppe était déjà traversée par des pasteurs nomades dès cette haute époque. Lorsqu'on les recherche, on en trouve les traces, et c'est un grand enseignement des explorations récentes. Pendant la période du chalcolithique, les sites se multiplient. Parmi ces derniers, Tel Ferres Sharqi a été fouillé de 2006 à 2010 dans le bassin du Rabour, entre les villes modernes de Hasakeh et de Qamishli. La fouille y a livré une occupation continue du début du 5e millénaire à la fin du 4e millénaire avant notre ère et des découvertes remarquables. Dès le milieu du 5e millénaire, il documente de manière très claire, et c'est une découverte majeure, tout à la fois l'émergence d'une complexification sociale affirmée, accompagnée d'une accentuation des inégalités sans précédent. De plus, on constate une dynamique évolutive marquée par une forte régionalisation dans une région qui s'autonomise par rapport au sud mésopotamien. Ces bouleversements peuvent être identifiés en particulier grâce à la mise au jour d'un grand bâtiment public, dont vous avez une reconstruction 3D ici, et d'ateliers de potiers. Ces ateliers conduisent à une homogénéisation de la production, mais aussi à une plus grande technicité qui permet l'émergence d'une production de luxe réservée à une élite. À la fin du 5e millénaire, au chalcolithique récent 2, la Mésopotamie du Nord est le théâtre d'une rapide homogénéisation culturelle. Les premiers centres véritablement proto-urbains naissent et s'étendent sur plusieurs dizaines d'hectares. Les villages se réorganisent autour de ces nouveaux centres, comme Tel Brak, voisin de Ferres, ou Hamoukar. Les agglomérations s'articulent en véritables quartiers avec un réseau viaire desservant un bâti dense. Au début du 4e millénaire, on parle parfois de systèmes proto-urbains de Mésopotamie du Nord, tout à fait indépendants des bouleversements qui se déroulaient dans le sud mésopotamien.
La Syrie connaît au milieu du 4e millénaire ce que l'on a appelé le phénomène d'expansion urukéenne qui touche une région très vaste et qui tient son nom, bien sûr, de la fameuse cité antique d'Uruk, mise au jour en Sumer, dans le sud de l'Irak actuel. Dans ce contexte, la Syrie connaît un épisode urbain de courte durée sur le moyen Euphrate, attesté sur le site de Habouba Kebira. Il s'agit du plus vaste établissement de l'époque en Syrie et de la première ville connue dans la région. Fondée au milieu du 4e millénaire, ex nihilo, par des gens venus de Sumer, comme le révèle la culture matérielle, cette ville est rapidement abandonnée et jamais réoccupée. Cette fouille et les découvertes spectaculaires du site d'Uruk ont conduit à considérer le sud de la Mésopotamie comme le berceau de la civilisation urbaine. C'est ce qui est encore écrit dans les manuels scolaires. Je n'ai pas vérifié, mais c'était ce qui était écrit dans les manuels de mes enfants en tout cas. On considérait, y compris jusqu'à très récemment, dans nos milieux, que c'est à partir de Sumer, dans le sud de l'Irak donc, que se serait développé le phénomène urbain sur un mode diffusionniste, avec la création de centres d'urbanisation secondaire en périphérie par rapport aux centres de civilisation originelle sumériens. J'insiste sur ce point, car vous allez voir que des découvertes des années 2000 en Syrie ont permis de remettre en question ce modèle. Le Bronze ancien est une période fascinante à plusieurs égards. Les tels se multiplient alors sur le territoire syrien. C'est aussi au Bronze ancien que naissent les premières villes proprement syriennes et les premiers États territoriaux. C'est enfin la période pendant laquelle on entre à proprement parler dans l'histoire avec les plus anciens textes connus dans la région. Puis, le premier grand empire de l'histoire unifie au moins politiquement une bonne partie du territoire syrien, c'est l'empire d'Akkad, avant une fin du millénaire moins connue, mais passionnante. Je me permets maintenant de vous entraîner à la découverte des premières villes syriennes et sur le site de Tel al-Rawda, où j'ai eu la chance de travailler pendant 9 années consécutives avec mon équipe, avant que la Révolution, puis la guerre, n'interrompent nos travaux à partir de 2011. Le site d'Al-Rawda est encerclé en rouge sur cette carte. Al-Rawda se situe en Syrie intérieure, une centaine de kilomètres à l'est de la ville de Hama et au piémont nord du massif des Palmyrénides, donc au nord de Palmyre, dans une région qu'on a lentement crue impropre à la sédentarité à l'âge du bronze. Merci. La Badia, le pays des Bédouins. Al-Rawda se situe en région aride, dans une position particulière entre les deux principaux domaines bioclimatiques syriens, l'ère méditerranéenne à l'ouest et le désert, steppe hyperaride au sud-est, domaine des pasteurs nomades. Al-Rawda a été découvert au cours d'une vaste prospection de surface menée par un géographe, Bernard Gillier, en 1996. L'isoïette représenté sur cette carte montre que la pluviométrie moyenne annuelle y est inférieure à 250 mm de pluie, ce qui est la limite théorique pour pouvoir pratiquer une agriculture sans irrigation de manière assurée. C'est-à-dire que certaines années, il peut y avoir assez de pluie pour faire une agriculture sans irrigation, d'autres années, ce n'est pas possible. Et c'est souvent le cas, bien entendu. Dans un contexte aride de ce type, les pluies sont en effet irrégulières et sporadiques. Il s'agit, par excellence, d'une zone de marge. Si j'ai choisi de monter une mission archéologique sur le site d'Al-Rawda, c'est qu'un site du Bronze ancien s'y trouvait, loin des zones habituellement urbanisées, et à la limite d'implantation dans la steppe au Bronze ancien, au-delà même des villages et des fermes byzantines et des villages de semi-nomades actuels, modernes.
Vous voyez sur cette carte les différentes limites d'occupation. Et en fait, le site d'El Raouda se trouve très à l'est, dans la steppe aride, au-delà de la limite d'occupation à l'époque byzantine. Et donc aujourd'hui, à Tel Raouda, il y a un petit village en terre de 8 maisons. J'espère qu'elles sont toutes encore là, ce qui n'est pas évident. Et ce village, c'est un village de semi-nomades aujourd'hui. Donc au Bronze Ancien, vous allez voir qu'il y a des choses beaucoup plus importantes en termes de dimension et de nature du site. Pourquoi j'ai choisi ce site également? C'est que les vestiges de cette époque, du Bronze Ancien, les vestiges du 3e millénaire, affleuraient à la surface une situation tout à fait exceptionnelle pour le 3e millénaire. Le site avait la particularité d'être circulaire, ce qui apparaissait immédiatement puisque le rempart qui entoure l'agglomération antique était partiellement visible en surface. Les fouilles ont montré que son occupation remonte à la période comprise entre 2500 et 2200 avant notre ère, soit essentiellement au Bronze Ancien IV, donc une occupation de 3 siècles. Tel Raouda se situe dans un élargissement de fond de vallée, appelé localement une faïda, sur le cours d'un oued, le Wadi al-Amour, alimenté saisonnièrement. Je ne l'ai vu avec de l'eau une fois seulement en 9 ans de travail. Divers autres petits oueds, différents petits wadis, descendent du plateau qui surplombe la faïda. Cette faïda est cultivable comme toutes les autres dans la région. Elle est même certaines années, comme je vous le disais, propice aux cultures sèches. En effet, elle est plane, nappée de limon et bénéficie d'une humidité relative grâce aux apports conjugués du wadi principal, le Wadi al-Amour, des petits oueds affluents et des écoulements de surface sur les pentes autour. Voici une vue aérienne sur le tel, prise à l'aide d'une grue. Vous imaginez, on a fait venir une grue à cet endroit, c'était compliqué, il fallait plusieurs jours. Et cette photo a été prise vers le sud-est. Et vous voyez le petit village moderne en terre avec un verger irrigué. Il y a même, vous allez voir, une oliveraie. Voilà, ça c'était des photos que j'ai prises entre 2002 et 2010. Ces images vous montrent le potentiel agricole du site, malgré un contexte général d'aridité qui n'est pas fondamentalement différent du contexte au Bronze Ancien d'après nos études qui sont archéobotaniques, archéozoologiques, etc. On travaille évidemment en pluridisciplinarité, ce qui me permet de vous dire que c'était le même milieu à peu près qu'à cette époque. Ainsi, le tel antique et le petit village moderne sont installés dans un milieu relativement favorable à la mise en culture, en particulier grâce à une irrigation minimale. En revanche, la croûte calcaire qui affleure sur les plateaux environnants est impropre à l'agriculture. Elle offre cependant de vastes espaces où l'on pratique encore l'élevage extensif d'ovins et de caprins. Ainsi, malgré des conditions générales d'aridité, cet environnement offre des potentialités très diverses qui ont été exploitées dès le 3e millénaire, comme nous l'ont appris nos travaux. Je n'ai bien sûr pas le temps d'entrer ici dans une description détaillée du site. Je vais donc me contenter d'évoquer par quelques images les découvertes principales de nos travaux, conduits entre 2002 et 2010 y compris. Cette carte archéologique indique les différents secteurs de fouilles explorés à l'issue de nos 9 campagnes de terrain. Donc vous voyez, on a fouillé plein de choses, les fortifications, les portes urbaines, des quartiers d'habitation, des sanctuaires, nécropoles, et puis on a travaillé à différentes échelles. 4 lignes de fortification ceinturent la ville antique. La coupe en haut de la diapositive est issue d'une tranchée qui relie le tissu urbain intramuros à une maison bâtie à l'extérieur de l'agglomération à la toute fin de l'histoire de la ville. On y voit la succession d'un rempart intérieur, un avant-mur, un double fossé, dont l'un de 8 mètres de large, l'autre d'une vingtaine de mètres. Ces différents éléments se déploient en cercle concentrique sur une longueur d'50 de mètres. On a pu montrer qu'ils ont été en fonction, en même temps,
et remonte à la fondation de la ville, au milieu du IIIe millénaire. Nous avons fouillé plusieurs portes urbaines, donc ouvertes de leurs remparts. Là, je vous en montre simplement un exemple. C'est la porte nord, fermée par une crapaudine, et donc une porte monumentale, une grande porte, comme vous le voyez. Nous avons dégagé également des quartiers d'habitation et mis au jour leur histoire, parce que ce sont des quartiers qui ont été occupés pendant plusieurs siècles, pendant 3 siècles, et par exemple celui-ci, au sud-ouest de l'établissement. Donc vous voyez la maison C42, C41, qu'on va retrouver ici. Donc ces mêmes maisons, insérées dans leur quartier, et vous pourrez remarquer le caractère très régulier du bâti. Ce qui est en noir, les murs en noir sont ceux que nous avons fouillés ou dégagés en surface, les autres en pointillés donc sont restitués. L'habitat, comme vous le voyez, est organisé en îlots, tandis que les espaces standardisés tendent à s'organiser en blocs de même largeur le long des voies de circulation afin d'y circuler aisément. Voici une reconstitution 3D de ce quartier. Nous avons aussi dégagé en extension un grand sanctuaire construit au nord-est d'Utel. Celui-ci regroupe un temple à Ante, caractéristique de la période, un temple in antis, je suis en Italie, je peux parler un petit peu latin, et une annexe au sein d'une vaste enceinte partiellement bâtie. Parmi les installations découvertes in situ dans le sanctuaire, on compte des podiums en briques crues, des bassins en plâtre et, dans un espace spécialement aménagé à cet effet, un béthyle, donc, dont nous parlait Valma tout à l'heure, un béthyle dédié au culte, haut de 3,20 mètres. Donc un béthyle, une pierre dressée à l'origine, et celle-ci était aniconique, sans image, et anépigraphe, sans inscription, qui correspond tout à fait à ce qu'on a dans les textes un petit peu postérieurs. Cette découverte exceptionnelle révèle l'importance accordée à l'aniconisme dans la région à la fin du IIIe millénaire et probablement le rôle que les populations nomades ont pu y jouer. Quand on entend nomade, il faut entendre avant la domestication des dromadaires, bien sûr, qui arrivent bien après. Autre découverte remarquable dans ce sanctuaire, un dépôt d'offrandes découvert dans une jarre contenait de nombreuses perles en pierres semi-précieuses exotiques et des coquillages marins. Il témoigne de l'insertion d'Al Raouda dans les échanges internationaux, parfois sur de très longues distances, Méditerranée, Golfe arabo-persique, Afghanistan, vallée de l'Indus, etc. Voici une reconstitution du sanctuaire et une proposition d'interprétation des différents secteurs qui le composent. Donc, temple in antis, petit temple à côté, et devant une vaste enceinte sacrée, avec une cour, et toute une série de constructions, de pièces du côté de l'entrée, avec le béthyle. Vous avez ici une reconstitution pour montrer la position du béthyle in situ. Et une zone de préparation alimentaire, une zone de préparation de stockage de grains avec un puits que nous avons fouillé également, tout ce qui permet à un sanctuaire du IIIe millénaire de fonctionner et de nourrir aussi les dieux, bien entendu, et la communauté réunie lors de fêtes qui sont mentionnées dans les textes cunéiformes, bien sûr, essentiellement un peu plus tardifs, notamment les textes de Marie. Mais la découverte la plus spectaculaire fut sans conteste celle du plan d'urbanisme de la ville révélé par une prospection magnétique. La situation des vestiges du bronze ancien IV, donc de la fin du IIIe millénaire, qui affleurent à la surface d'Utel, m'a conduit à mener des campagnes de prospection géophysique dès 2003. Ces campagnes de prospection ont été faites à l'aide d'un gradiomètre qui mesure l'amplitude du champ magnétique terrestre et qui permet d'enregistrer ces variations qui peuvent être induites par la présence de vestiges archéologiques. Les conditions étaient optimales pour espérer un beau résultat, que voici. Voici la carte magnétique obtenue,
qui offre, cas exceptionnel pour cette époque reculée, une image d'ensemble de l'agglomération. Elle montre que cette agglomération couvre près de 16 hectares avec les fortifications, 11 hectares intramuros. La densité du bâti, que nous avons aperçue tout à l'heure grâce aux fouilles, cette densité du bâti à l'intérieur de l'enceinte indique clairement sa fonction résidentielle. La régularité d'ensemble du plan de la ville révèle la durée d'occupation relativement brève du site, 3 siècles, ce qui est finalement assez peu par rapport à ce qui se passe traditionnellement en Mésopotamie, mais qui s'explique évidemment vu l'environnement. Et donc, cette régularité remarquable du plan d'urbanisme est liée à cette occupation brève du site, puisque ça n'est que 3 siècles. Le plan d'urbanisme n'a pas eu beaucoup le temps d'évoluer, de se modifier. En d'autres termes, le plan originel de la ville n'a guère eu le temps de s'altérer, même si, dans le détail, on constate tout de même quelques irrégularités, normales avec le temps. Voici la carte magnétique replacée sur une photographie aérienne qu'on a prise avec un petit aéromodèle. À l'époque, on n'avait pas de drone et pas d'autorisation pour des drones. On a fabriqué maison une espèce de petit moteur avec un cerf-volant. Le tissu urbain est clairement organisé autour d'une voirie radiale, les principales voies radiales débouchant sur les portes de la ville. Un réseau de rues concentriques croise ces voies radiales. La fouille conduite au sud-ouest a montré que la rue concentrique externe existe depuis les origines de la ville. Au nord-ouest, le croisement entre 2 axes de circulation principaux a pu être trouvé à l'aplomb sur une épaisseur d'1,50 m. Le bâti monumental respecte l'organisation générale de l'agglomération, comme vous le montre ici l'existence de différents sanctuaires qui paraissent régulièrement distribués dans le tissu urbain. Bon, celui du sud-est, on ne l'a pas fouillé. Je pensais attaquer la fouille en 2011 et malheureusement tout s'est arrêté. Mais on le reconnaît très facilement parce qu'il s'agit d'un temple à Anthes, un temple Inantis, donc c'est celui que vous avez en bas à droite de l'image, un temple Inantis entouré par une enceinte sacrée, donc c'est très clair, c'est encore un autre sanctuaire. Nous avons donc finalement un plan d'urbanisme et un urbanisme planifié, c'est-à-dire que cette ville a été imaginée avant d'être bâtie. Elle est née d'un plan régulateur géométrique préétabli. Al-Rawda est l'une des rares villes neuves connues de l'âge du Bronze ancien. L'image que nous donne la carte géophysique est celle d'un dernier niveau de la ville, vers 2200 avant notre ère. Mais on peut considérer avec beaucoup de vraisemblance que le plan radioconcentrique remonte à l'origine de la fondation urbaine, vers 2500 avant notre ère, à en juger par les résultats de nos fouilles qui se sont attachés à explorer en profondeur certains secteurs. Cette image illustre de quelle manière nous avons pu proposer une hypothèse de reconstitution de l'ensemble de la ville en nous appuyant sur la carte magnétique et les murs dégagés grâce aux fouilles ou repérés en surface. Nos recherches, développées dans le cadre d'un programme que j'ai eu la chance de diriger avec le regretté professeur Jan Valkemeyer de l'Université de Francfort, en collaboration avec des collègues syriens, Michel El-Magdisi et Georges Mouammar, a permis de replacer le site d'Al-Rawda dans un contexte plus large encore, tout à fait fascinant, comme on va le voir. En effet, beaucoup d'autres sites syriens recouvrent également des villes circulaires du troisième millénaire, comme cette carte vous l'indique, notamment en Syrie du Nord, dans la région de Tel Rouera, entourée sur cette carte, donc tout en haut. Mais il y en a également dans la région de Tel al-Rawda, dans la zone aride de la Badia. C'est le cas des 2 tels que je vous présente ici, et de Tel Shayrat, entouré en rouge sur la carte où nous avons commencé à travailler également.
Tel Huera, donc voici des photographies aériennes des 3 sites de Tel Huera, Tel Shayarat et Tel al-Rawda, à la même échelle. Tel Huera, exploré depuis 1958, a été fouillé par le professeur Meyer de 1998 à 2010. Tel Shayarat, à 32 km au sud-est de Homs, en bordure occidentale de la steppe syrienne, a été prospecté en collaboration avec nous, puis fouillé par une mission syrienne sous la direction de Michel El-Makdisi entre 2004 et 2010. Si j'insiste sur Huera et Shayarat, c'est que des prospections magnétiques ont pu y être réalisées. Et comme vous le voyez, elles ont permis de mettre en évidence un plan d'urbanisme remarquablement proche de celui d'El-Rawda. Toutes ces villes sont circulaires, fortifiées et présentent un bâti dense enserré dans des fortifications. Ce bâti, qu'il soit domestique ou monumental, est organisé autour d'un réseau de voies un réseau de voies en étoile que recoupent des rues concentriques. On a clairement affaire à un modèle urbain propre au bronze ancien de Syrie, comme notre programme commun a pu le montrer. Donc, il ne doit rien, ce modèle, à la Mésopotamie du Sud, et donc il faut modifier les manuels scolaires de nos enfants. D'après les fouilles de Tel Huera, ce plan d'urbanisme remonterait aux environs de 3100 avant notre ère et coïncide avec la naissance des premières villes, attestées donc en Syrie du Nord. Puis, ce modèle se diffuse jusqu'aux marges du désert, en Syrie du centre-ouest, comme l'attestent les 2 villes d'El-Rawda et Shayarat, fondées en même temps, vers 2500, au milieu donc du 3e millénaire. Si tout cela vous intéresse, voici le volume que nous avons publié avec mes collègues après avoir réuni l'ensemble des directeurs de missions archéologiques qui ont fouillé des sites circulaires de Syrie. Parce qu'il y en a bien d'autres, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais ces 3 sites sont les seuls dont on est sûr qu'on a le même plan d'urbanisme. Les autres, on n'a pas pu le vérifier, même s'il y a beaucoup de choses écrites. Là, je vous parle du 3e millénaire. Voici également une carte produite pour l'Atlas du Proche-Orient, qui est en français pour le moment, mais je crois qu'il est prévu qu'il y ait des traductions en différentes langues, qui présente la localisation des premières villes de Syrie. Vous pouvez y voir également la localisation d'un très long mur, assurément construit avec nos villes neuves de la Badia, et qui marque une sorte de limite territoriale pour l'une des grandes cités-États de l'époque. J'ai écrit que probablement Al-Rawda et Shayarat sont liés à Ebla, bien sûr, parce que nous avons une culture matérielle avec des points communs très importants, mais il y a d'autres candidats possibles. Je pense à Hama, je pense à Katna. C'est encore en cours de recherche. À travers ce panorama trop rapide des recherches archéologiques collectives et pluridisciplinaires conduites ces dernières années, sur le territoire syrien, je peux revenir en arrière si vous voulez. Donc, quelques traits marquants émergent. Situé dans une région stratégique, riche d'une grande diversité géographique et de régions complémentaires en termes de ressources, le territoire syrien a été habité très tôt dans l'histoire. Il a également été largement traversé dès le néolithique. Il en résulte une histoire complexe où se mêlent des influences culturelles multiples. Certains éléments en témoignent, comme par exemple le plan d'urbanisme d'inspiration sud-mésopotamienne identifié dans la colonie urukéenne de Habouba Kébira sur le moyen Euphrate. Dans d'autres cas, et c'est très net à l'âge du bronze, le territoire syrien, traversé de marchands, de diplomates et de voyageurs, qui reliaient l'Euphrate et la Méditerranée et s'arrêtaient en chemin, parfois longuement, ont laissé leur empreinte sur les cultures locales. Ces rencontres ont généré des formes ou des motifs dans la culture matérielle que l'on pourrait qualifier de style hybride, comme c'est souvent le cas partout. Mais le territoire syrien a également connu un développement socio-économique et culturel qui lui est propre. Dès le tout début du 4e millénaire,
pendant la période chalcolithique, une dynamique territoriale particulière s'enclenche avec le système proto-urbain de Mésopotamie du Nord. Plus parlant encore, le plan d'urbanisme des villes circulaires et fortifiées, organisé autour d'une voirie radio-concentrique, indique une trajectoire originale. Ces villes, ce sont les premières proprement syriennes, ne doivent rien, donc, sur le plan urbanistique notamment, aux cités des grands voisins égyptiens et mésopotamiens. Autre découverte récente d'importance, et contre toute attente, la steppe aride de Syrie, même dénuée, même sans oasis, même sans rivière pérenne, est habitée dès le milieu du IIIe millénaire par des sédentaires, ce que l'on ignorait jusque dans les années 2000. Mieux encore, on y a bâti de véritables villes, comme nous l'apprend Tel el-Rawda, et alors même qu'il n'y a plus aujourd'hui en ce lieu qu'un modeste village de semi-nomades. Cette implantation a bénéficié de l'introduction de la roue et des bêtes de trait, qui ont favorisé le développement d'axes de circulation terrestre et d'une remarquable maîtrise de la gestion de l'eau. L'interprétation urbaine du site archéologique fut décriée au début, tant cela semblait improbable au IIIe millénaire dans un tel environnement, en milieu aride. Mais il s'agit bien d'une véritable ville, avec ses multiples fonctions, son insertion dans des territoires, dans des réseaux d'agglomération hiérarchisés et un fonctionnement en réseau avec d'autres établissements urbains. Bien sûr, il faut de l'eau pour s'installer durablement dans un lieu. Si les néolithiques s'installent dans la cuvette d'Elkom, en zone steppique, c'est qu'il y a sur place une oasis. À Tel el-Rawda, on a profité d'un micro-milieu favorable à l'implantation humaine pour s'établir durablement dans le contexte d'un front pionnier. Si cela fut possible pendant 3 siècles, malgré des conditions très difficiles, c'est que la population qui habitait le site avait une connaissance approfondie des potentiels de la région. Elle exploitait intelligemment les ressources rares mais complémentaires existantes en s'adaptant à son environnement. Une remarquable leçon, je pense, pour nos sociétés aujourd'hui confrontées au changement climatique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et souhaite tout le meilleur à mes collègues syriens pour poursuivre également, je l'espère, dans le cadre de collaborations fructueuses, l'exploration archéologique de notre chère Syrie. Allora, partiamo da qui, l'introduzione di un celebre studio di Gardiner, dedicato proprio a un comandante di spedizioni egiziano che viaggiava sulle rotte settentrionali. Gardiner scriveva nel 1917, ma in maniera significativa già allora lamentava proprio il silenzio delle fonti egizie sulle rotte commerciali che portavano in Egitto le pietre preziose, i metalli, che erano destinati ad adornare i tesori di faraoni e principesse dell'antico Egitto. Un'osservazione semplice ma che stigmatizzava bene tanto la natura di questioni ancora oggi molto attuali quanto, seppur in un contesto differente, il tema della presentazione odierna. Perché infatti, a differenza di Gardiner, il nostro orizzonte non è il Medio Regno, bensì il terzo millennio a.C. e più in particolare la sua seconda metà, che è un momento peculiare perché per la prima volta dopo secoli di contatti, diciamo, silenziosi, ricostruibili quasi solo attraverso l'archeologia, iniziamo finalmente a disporre di attestazioni scritte, anche complesse, in grado di restituire voce e spessore a quei materiali. In genere il quadro che da queste attestazioni emerge anche fino a poco tempo fa, relativamente noto, è quello di 2 grandi aree di interazione dell'Egitto dell'antico regno verso nord. Una meridionale con il Sinai, Canaan e la regione giordana, una zona dai confini mobili e dalle dinamiche non sempre facili da interpretare, e una settentrionale dove da un certo momento in poi Biblo pare imporsi come un interlocutore privilegiato, seppur in una ambiguità costante sull'identità di attori e relazioni.
È una visione che ha dominato la percezione degli egittologi per decenni, fino all'inizio del XXI secolo, e che ha quasi, cristallizzato la città levantina in una sorta di limite settentrionale della geografia egizia del periodo, oltre al quale, per dirla proprio alla Redford, si estendevano solo deserti e terre remote, spesso note solo per echi di racconti o merci portate da intermediari. La biografia di Ini si inserisce proprio in questo contesto, con un frammento biografico, questo che vedete, da me identificato in un piccolo museo di Tokyo più di 20 anni fa, 25 forse. Per quanto incompleto, apparentemente simile a molti altri che si possono vedere in tanti musei in giro per il mondo, mostrava però chiaramente riferimenti inediti a missioni all'estero, i nomi di importanti faraoni della quinta, anche della sesta, ma anche quinta dinastia, e prodotti come lapislazzuli e stagno, chiaramente di provenienza levantina. Adesso, a breve distanza, se ne aggiunse a sorpresa un altro dai magazzini dello stesso museo, anch'esso inedito e recante di nuovo nome di sovrani, riferimenti a spostamenti, missioni all'estero ed altri prodotti di matrice siro-palestinese. Da questi due iniziò una vicenda di riscoperta, troppo lunga per essere presentata tutta nei dettagli oggi qui, che nel tempo ha permesso di recuperare dall'anonimato circa 24 frammenti per un totale di 7 unità decorative, tutte parti della cappella funeraria del proprietario della tomba. Buona parte di questi frammenti si trova tuttora nelle rispettive collezioni di appartenenza, mentre una parte minore è nota soltanto attraverso cataloghi d'asta. Vale la pena ricordarlo, la tomba di provenienza resta ancora sconosciuta, anche se l'ubicazione a Saqqara è assai probabile. La vera svolta però in tutte queste tappe è quella che tra il 2009 e il 2010 portò all'identificazione di 3 pezzi che, come in un puzzle preordinato, restituirono all'integrità originaria o quasi le 2 biografie iniziali, trasformandole nella prima fonte dell'antico regno a mostrare in modo chiaro gli orizzonti e gli obiettivi delle spedizioni egizie nel Levante in quel periodo. Dalle parole di Ini si apprendeva infatti che egli operò per Pepi I, Meren-Ra e Pepi II come comandante di spedizioni verso Biblo, il Libano e altre località poste probabilmente sulla costa levantina, riportandone lapislazzuli, argento, stagno, navi ed altri prodotti ambiti dall'elite, e lo faceva con una frequenza prima insospettata. Non solo. I prodotti citati, ora tutti visibili grazie ai frammenti nuovi, afferivano chiaramente a reti commerciali che si estendevano ben oltre le mete indicate. Parliamo infatti di Afghanistan, Asia centrale, Anatolia. Ma ancora più significativo si rivelò il riferimento al toponimo Ruhat, quello in rosso che vedete nel testo, ossia una città portuale sconosciuta da cui una delle spedizioni di Ini per Biblo era salpata. Quel dettaglio, rilanciato dall'intuizione di Alessandro Roccati, aprì uno scenario del tutto inatteso, ossia una possibile relazione con il termine Dugurasu, menzionato nei testi dell'Archivio Reale di Ebla e individuato ripetutamente da Maria Giovanna Biga nel corso delle sue ricerche. Esso ricorreva regolarmente in relazioni a prodotti come lapislazzuli, argento e stagno, inviati a questo lontano regno in cambio di lino, avorio e beni di matrice apparentemente egizia, con dinamiche che coinvolgevano pure un'altra entità politica non meglio identificata, chiamata Dulu. In passato anche ipoteticamente e tentativamente riferita a Biblo. Un quadro che sembrava quindi proiettare improvvisamente l'orizzonte egiziano ben oltre il limite della città levantina, ben oltre Biblo, facendo, per così dire, incontrare forse per la prima volta veramente l'Egitto con la Siria. Ora, a dispetto delle implicazioni tutt'altro che marginali, l'equazione Dugurasu uguale Egitto ha finora suscitato, almeno in ambito egittologico, un'attenzione piuttosto modesta.
tant'è che quando viene menzionata è spesso accolta ancora con cautela e quasi esorcizzata, richiamando le poche ma esistenti voci critiche che nel tentativo di agganciarla a toponimi o fonemi noti propongono di vedervi non una bensì due luoghi differenti, Kerma in Sudan oppure Tukrish in area anatolico-mesopotamica, e spesso in modo non del tutto coerente con il quadro degli scambi chiaramente riconoscibile nei testi. Senza entrare nel dettaglio, è sufficiente ricordare qui che non è affatto necessario ricercare una corrispondenza diretta tra Dugurasu e un sito preesistente, perché con ogni probabilità l'espressione costituiva un etnonimo esterno, un po' come il Kentish egizio, usato per indicare in modo generico la costa siro-palestinese senza corrispondenza topografica in siti specifici. Sarebbero quindi i prodotti stessi degli scambi, noti e peculiari, a offrire riconoscimento più coerente e plausibile per questa identità. Ora, capirete che accettare anche solo come ipotesi di lavoro questa equivalenza significa disporre all'improvviso di un nuovo corpus documentario che mostra per la prima volta mercanti egiziani ed eblaiti attivi al di fuori dei propri contesti, diciamo, tradizionali, all'interno di una rete di relazioni a lungo raggio che fino ad oggi mancava del tutto nelle fonti egizie. È una situazione dunque che andrebbe investigata opportunamente e attentamente. Ora, senza riproporre contenuti noti, mi limito solo a evidenziare alcuni punti importanti per un confronto con contesti egittologici. I documenti che attestano questi contatti sono circa una cinquantina e sono tutti registrazioni amministrative prive di narrativa, sostanzialmente, che elencano doni e consegne tra rappresentanti dei due regni. Oltre a Ebla vi compaiono tre partner principali, tutti localizzati nella zona più o meno siriana: Ibmah a sud della città, Kakmium a nord-ovest con accesso al mare e Dulu, che forse possiamo ormai identificare con Biblo. Le spedizioni, fatto interessante, non erano condotte da eblaiti ma da uomini di Kakmium e di Ibmah, mentre Biblo apparentemente svolgeva un ruolo cruciale, anche se non esclusivo, come intermediario. Tra i vari dettagli di interesse, due figure emergono su tutte. Una è quella di Ava, originario di Dugurasu, che per almeno un decennio guidò missioni, commerciando apparentemente anche in privato negli stessi beni della corona, e l'altra è quella di Ilumbala, di Kakmium, che con il proprio clan apparentemente accompagnava in entrambe le direzioni gli emissari egizi, seguendo un itinerario apparentemente circolare, via mare dall'Egitto a Kakmium e poi via terra fino ad Ebla e viceversa, con o senza tappe a Biblo. I rapporti con l'Egitto sembrano iniziare sotto il regno di Irkabdamu, con 4 uomini di Biblo che apparentemente scortano un inviato di Dugurasu, dell'Egitto, circa 40 anni prima della fine della città. Non sappiamo se si trattasse della prima visita in assoluto o solo della più antica tra quelle conservate. Ma durante i 18 anni del regno successivo, quello di Shardamu, particolarmente durante la seconda metà, le missioni da sporadiche diventano regolari e annuali fino alla distruzione di Ebla. Cronologicamente ci troviamo in un intervallo di tempo maggiormente compatibile con le datazioni lunghe dell'antico regno, ad esempio quelle di von Beckerath o la cosiddetta Consensus Chronology, piuttosto che con quelle brevi adottate anche di recente in alcune pubblicazioni importanti, e che non sembrano tenere in adeguata considerazione il sincronismo necessario con il già citato coperchio di vaso a nome di Pepi I, rinvenuto sotto il livello di distruzione del Palazzo G. I beni scambiati coincidono significativamente con quelli della, chiamiamola, lista della spesa di Ini. Mancano, come naturale per una città d'entroterra, le navi e il legname, che probabilmente venivano reperiti attraverso i rapporti con Biblo, ma compaiono oggetti minori e regalia personali. Di maggiore interesse per gli egittologi però sono le esportazioni, perché raramente documentate nelle fonti egizie, tutti prodotti abbondantemente noti, anche quando non nativi dell'Egitto. Tra questi però 2 meritano attenzione perché sono un po' una novità in questo periodo. Il primo è il lino, che appare come un bene di lusso usato come dono di prestigio in diplomazia e nelle relazioni interne alla corte eblaita.
Nelle fonti dell'Antico Regno è raramente citato in tali termini e ne abbiamo un'eccezione forse nella biografia di Savni, di Elefantina, dove figura tra i doni per i capi nubiani che avevano preservato il corpo del padre di questo capo spedizione, morto in missione. È verosimile che la produzione fosse gestita direttamente dalla corte attraverso i propri stabilimenti, anche se documenti più tardi lasciano intravedere forse anche un margine privato. Nel Levante e in Mesopotamia in genere i tessuti erano prodotti di basso costo produttivo ma di alto valore di scambio, secondi solo a metalli e pietre preziose. Ed è esattamente l'immagine che emerge anche per il lino egizio, che pare rientrare proprio in quelle categorie definite difficili da tracciare che Moreno Garcia ha ben definito come prodotti a basso costo o attori non istituzionali. E l'altra voce degna di attenzione sono le zanne di ippopotamo, perché teoricamente assenti come materia prima in Siria e in Mesopotamia. La loro provenienza egizia è praticamente certa, anche se le modalità di sfruttamento restano poco note. Sono ben documentato dal Medio Regno in poi. Nell'Antico Regno l'avorio di ippopotamo resta un po' evanescente, tranne che nelle scene di caccia delle tombe private, che però potrebbero proprio riflettere l'origine di una risorsa sfruttata poi anche economicamente. I testi eblaiti suggeriscono che già in questo periodo esso costituisse una merce d'esportazione alternativa o complementare al lavoro dell'elefante, sicuramente più pregiato e difficile da ottenere. Ora, a parte le coincidenze di questi prodotti, va detto che effettivamente i testi in questione offrono poco altro di immediatamente utilizzabile in termini linguistici per un raffronto con le fonti egizie. L'eblaita, pur prossimo all'accadico, possiede caratteristiche difficili da ricondurre alle categorie semitiche più familiari agli egittologi. Lo stesso accesso ai testi in traduzione non si rivela sempre agevole. Ciononostante, spunti di riflessione con situazioni egizie specifiche che gli studiosi di Ebla potrebbero non avere motivo di approfondire, emergono anche da una lettura non filologica e non specialistica dei testi, e ve ne propongo alcune oggi qua. L'itinerario marittimo circolare, accennato, che portava i mercanti di Cacmium in Egitto e poi di nuovo in Siria, non è esplicitamente menzionato nei testi, ma si deduce da considerazioni geografiche relativamente a Cacmium e ai percorsi delle delegazioni. E per questo un approdo come quello proposto da Maria Giovanna Biga e da Steinkeller nella zona di Latakia, a nord di Ugarit, è del tutto verosimile. Le missioni di Ini sotto Pepi I si inseriscono bene in questo quadro di navigazione settentrionale, perché anche se la sequenza di toponimi da lui citati resta un po' incerta, è probabile che almeno uno di essi, Amau o Paush, designasse località a nord di Kentish, cioè il Libano, come lo conosciamo. E anche tralasciando il tesoro di Tod, con il suo argento di probabile provenienza anatolica, l'iscrizione di Khnumhotep III di Dahashur, di poco posteriore, conferma l'esistenza di una consolidata rotta marittima a nord di Biblo, con chiari riferimenti ad una protratta mancanza di rapporti con la città levantina a favore invece di Ugarit, ricalcando verosimilmente i pattern commerciali dei precedenti mercanti di Cacmium. Un altro aspetto molto interessante dei testi è che il personale impiegato da Ebla nelle missioni fosse originario proprio di Cacmium e di Ibmach, non di Ebla, ossia professionisti esterni dotati di competenze e strumenti adatti al mestiere. Una situazione che possiamo riconoscere anche in Egitto, benché solitamente non venga percepita in questi termini. Molti funzionari, infatti, incaricati di spedizioni all'estero, provenivano da insediamenti lontani dalla corte, situati ai margini delle vie carovaniere. L'iscrizione di Ini, però, di nuovo offre ulteriori elementi di riflessione. Il titolo che egli menziona più spesso, quello di Guardia Sigilli del Dio sulle due grandi navi, è una funzione di responsabile di spedizioni per procurare materiali spesso pregiati da oltremare. Non un titolo di rango permanente dunque, ma un incarico funzionale. Ebbene, dalle parole di Ini apprendiamo che fu nominata a questa carica per ben 2 volte, la prima sotto Pepi I e la seconda più tardi sotto Pepi II. Ciò suggerisce che si trattasse di una responsabilità a tempo,
limitata a determinate missioni o forse al regno di un sovrano specifico di cui l'ufficiale evidentemente o probabilmente godeva la fiducia. INI poteva dunque configurarsi come una sorta di agente commerciale legato alla corte e ingaggiato, forse proprio come i mercanti di Cadmium, per la familiarità con le rotte settentrionali o per le sue origini forse anche in quelle stesse regioni, come magari avrebbe potuto essere la città di Biblo. E cito Biblo perché proprio la città levantina ci porta a uno degli aspetti più interessanti di questa documentazione, per la possibilità di integrare le nostre conoscenze su una città che nelle fonti egizie dell'antico regno di questo periodo appare paradossalmente solo in filigrana. Infatti, oltre alle iscrizioni di INI e a un fugace riferimento nella tomba di Cui, a Elefantina, Biblo è ricordata solo in altre due occasioni, ossia un architrave proveniente dalla città in relazione alla divinità tutelare locale e in un testo nella tomba di un funzionario della fine dell'antico regno sepolto a Giza, che appariva adesso legato per origine o per ruolo di guida, forse era una sorta di antenato di INI. E naturalmente le cosiddette navi di Biblo, sporadicamente nominate ma associate solo al paese di Punt e al Mar Rosso prima della scoperta della biografia di INI. Al contrario, i testi di Ebla ci presentano una Biblo attivamente coinvolta in commerci e relazioni che gestiva attivamente e anche autonomamente gli stessi beni trattati da Ebla. Ratilu, un dignitario della città che sposò una principessa eblaita, compare più volte impegnato in missioni tra le due corti e lo troviamo anche come ospite di riguardo assieme ad Ava di Dugurasu, forse per accompagnare o garantire delle spedizioni. In questo contesto il frammento fantasma di INI di recente pubblicazione sembra suggerire un episodio analogo anche in Egitto, dove un grande dignitario di un paese straniero viene introdotto nelle celebrazioni della cosiddetta grande festa a palazzo e partecipa a un rito cerimoniale assieme a INI. È l'unico caso noto in tutto l'antico regno di uno straniero ammesso alla corte e trattato con una simile grande attenzione e distinzione. Il suo appellativo in particolare richiama alla mente quello del cosiddetto principe di Biblo del sigillo scoperto da Montet proprio nella città levantina. L'interpretazione resta discussa, ma la proposta di Ghediche, che lo vedeva un prodotto realizzato per un sovrano della città, è ancora la più condivisa e la più menzionata. Potremmo dunque trovarci di fronte a una situazione analoga a quella di Aratilu e Ava, ma a luoghi e ruoli invertiti o addirittura ad uno degli stessi emissari di Cadmium durante la loro permanenza in Egitto e quindi partecipe di attività a corte. Andiamo verso la fine, sempre in tema di emissari, due testi eblaiti registrano spese sostenute per individui che raggiungono Ebla per annunciare l'arrivo di una spedizione dall'Egitto. La merce è ancora ferma a Biblo, ma loro vengono ricompensati agendo evidentemente da messaggeri. Abbiamo un'analogia perfetta nel celebre episodio di Harkuf di Elefantina, che al ritorno dalla Nubia inviò in anticipo al faraone Pepi II una squadra di messaggeri per annunciare il successo della missione e il loro imminente arrivo assieme al famoso pigmeo danzatore per la gioia del giovane faraone. Pratiche che troviamo poi attestate anche presso Sabni ed altri ufficiali, anche se magari il faraone non era chiamato in causa direttamente. La natura pubblica dei testi egizi offre naturalmente una narrazione ben più vivida dei testi di Ebla, ma sicuramente anche i messaggeri eblaiti avranno riferito a voce al loro committente i dettagli della missione con altrettanta enfasi. Chiudiamo con una epitome emblematica di quanto allora, come oggi, viaggiare potesse essere un'impresa rischiosa da morire. È un testo che contabilizza tessuti per un uomo di Dugurasu morto a Saza. Saza era probabilmente la zona, una parte del Palazzo Reale, dove evidentemente uno di questi viaggiatori egizi trovò la morte. Ancora una volta tornano alla mente paralleli noti come quelli dell'ufficiale che preparava le navi per Punt nel racconto di Pepinact, ufficiale ucciso da beduini locali sul Mar Rosso
con tutto il suo corpo di spedizione. Oppure il capo di spedizione Meku, padre del già citato Sabni, che perì proprio in missione in Nubia, costringendo il figlio ad andare a recuperare la salma, sorte poi toccata anche al figlio. Il recupero dei defunti, presentato nei testi egizi retoricamente come un atto di pietà civica, contrasta sicuramente con l'aridità contabile eblaita, ma mascherava una realtà economica altrettanto concreta, ossia la necessità di recuperare le merci e le risorse investite nelle spedizioni ed altrimenti irrimediabilmente perdute. Ora siamo in chiusura, che cosa possiamo dire come parte finale di questa veloce carrellata? Sicuramente che queste nuove attestazioni verso cui i testi di Ini ci hanno proiettati presentano tutti i pregi e i limiti del caso. Sono sì molteplici, sono tante, ma anche scarne. Sono registrazioni contabili prive di narrazione che ci aprono certamente orizzonti nuovi, ma non ci offrono granché in fatto di nomi, sincronismi, né di quelle prove decisive, potremmo chiamarla la famosa smoking gun, che forse tutti vorremmo. Tuttavia significativamente spostano molto la nostra prospettiva, perché se Dugurasu era davvero l'Egitto, e tutto porta a crederlo, questi documenti ce lo mostrano dal di fuori, spogliato di ogni ideologia, un Egitto impegnato a Ebla a scambiare lino e avorio per argento, lapislazzuli e stagno, già decenni prima della fine della città. I contatti sembrano cominciare sotto Irkabdamu, probabilmente mediati da Biblo, e diventano annuali solo più tardi. Le missioni di Ini sotto Pepi I potrebbero benissimo aver toccato Ebla in più di un'occasione, sovrapponendosi a quelle registrate sotto Ishardamo. Ma questo, almeno per ora, credo sia il limite a cui possiamo spingerci con sicurezza. Forse il paradosso di questa nuova documentazione, però, sta proprio qui. La sua capacità di ampliare la nostra comprensione di queste relazioni sembra manifestarsi appieno solo quando questi testi sono letti accanto a quelli egizi. Un'operazione che, per essere valorizzata appieno, non può prescindere, oggi come nei commerci di allora, dalla collaborazione e dall'interscambio tra gli emissari dei due orizzonti. E qui mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Donc, merci Vanna pour cette présentation et merci surtout pour l'invitation dans ce prestigieux lieu à Turin, et donc merci à tous les membres de l'Académie. Marie est bien connue des spécialistes d'Ebla, maintes fois nommée dans les archives de cette ville. Un demi-millénaire après Ebla, Marie fut prise, ensuite détruite par les troupes de Hammurabi de Babylone. C'est la destruction violente du palais royal qui permit que les archives du palais, approximativement 20 000 textes et fragments, furent découvertes. C'est grâce à ces lettres, combinées avec les renseignements souvent datés des textes économiques, que nous pouvons, après un travail patient de prosopographie ou de chronologie, obtenir une vision très précise de l'histoire politique et sociale du XVIIIe siècle avant notre ère, et notamment de la situation géopolitique qu'affrontèrent les trois derniers rois de Marie, Yarhdunlim, Samsi-Adou qui installa son fils Yasmar-Adou sur le trône de Marie, et finalement Zimri-Lim, le dernier roi connu de Marie avant la prise de la ville par les Babyloniens. Marie, sur le Moyen-Euphrate, était en lien constant avec les autres royaumes de son temps. À Marie, comme ailleurs, régnaient des dynasties amorites. Là et ailleurs, on utilisait la langue akkadienne et l'écriture cuneiforme pour communiquer, et partout, on semble avoir partagé le sentiment de l'appartenance à une même civilisation, une véritable koiné.
Où s'arrêtait l'horizon géographique des habitants de Mari? Assez loin. On connaissait l'existence de la Crète et d'Alachia, l'ancienne Chypre, pourvoyeuse de cuivre. Le Levant tout entier est attesté de manière particulièrement détaillée. L'Anatolie, l'Iran, c'est-à-dire l'Élam, voire des régions orientales moins précisément situées comme Parakhshum, Mahashi, figurent dans les textes. Au sud, des marchands et messagers venant de Tilmun, l'actuel Bahreïn, sont passés par Mari, et du cuivre de Théma pourrait avoir été commercialisé dans cette oasis en Arabie. L'horizon géographique des archives de Mari s'étend donc approximativement à cet espace tracé grossièrement. C'est souvent les montagnes qui forment une barrière difficile à franchir. À l'ouest, cet horizon s'arrêtait au bord de la Méditerranée. L'existence de la Crète était certes connue aux gens de Mari, car ils avaient rencontré des marchands originaires de cette île à Ougarit, et ils connaissaient des objets façonnés à la mode Captarum, comme s'appelait cette île. À Ougarit, les Mariotes ne purent converser avec les Crétois que grâce à des interprètes, et personne ne semble avoir jamais fait le voyage vers le monde égéen. Je suppose de même qu'aucun Mariote du XVIIIe siècle n'a jamais mis son pied sur l'île de Chypre plus proche. Du moins, n'en avons-nous aucun indice. Par contre, les contacts avec le monde levantin furent fréquents et fructueux. Dans le premier quart du XVIIIe siècle, l'Orient tout entier était fragmenté en royaumes plus ou moins grands. Nous observons à l'intérieur d'une cinquantaine d'années une évolution de la géopolitique très rapide. Les alliés de l'époque de Yartunlim ne sont pas les mêmes que ceux de Samsi-Adu ni ceux de Zimrilim. Comme l'a très bien montré Dominique Charpin dans son livre intitulé « Tuer des mon sang », accessible en ligne, les alliances étaient des serments prêtés par les rois en place. À la mort du roi, tout s'arrêtait et de nouvelles négociations avaient lieu. Le jeu des alliances fut remis à plat, même si une certaine stabilité était obtenue grâce aux alliances matrimoniales. Pour montrer à quel point les contacts étaient intenses, je ne citerai qu'une lettre du gouverneur de Mari qui écrivit « Des messagers, ambassades de passage, me sont arrivés depuis Babylone, Eshnouna, Ekalatum, Karana, Kabra et Arabra, qui étaient mandatés au Yamkhat, Katna, Hatzor et Karkemish. Les laisserai-je passer ou le retiendrai-je? J'ai marqué les villes de départ par des carrés, les destinations finales par des ovales. Vous voyez que l'énumération n'est pas purement géographique, mais probablement aussi hiérarchique. Karkemish est étrangement mentionné après Hatzor, on aurait pu la placer avant Alep. Faisons maintenant le petit tour du Levant. Au XVIIIe siècle, Alep était la capitale du Yamkhat. Les caravanes de Mari passèrent habituellement par Imar sur l'Euphrate, une ville qui jouissait d'une assez grande autonomie et disposait d'une assemblée de citoyens très forte. Les textes de Mari mentionnent Touba ou Malmara et souvent Al-Artum, Achana. Ebla, par contre, n'est jamais mentionné dans les archives de Mari. Le royaume de Yamkhat était centralisé. Alep, qui abritait un des sanctuaires majeurs de l'Orient, le temple du dieu de l'orage Adu, était la ville où le roi vivait dans son palais avec sa famille. Une lettre nous apprend qu'il avait par ailleurs de nombreuses résidences et forteresses disséminées dans le pays. Depuis les œuvres magistraux de Jean-Marie Durand et de Jacob Lauinger, la bibliographie concernant le royaume d'Alep s'est considérablement enrichie ces dernières années.
c'est notamment le soi-disant voyage de Zimrilim à Ugarit qui a connu une nouvelle interprétation plus convaincante. On suppose désormais qu'une armée conjointe yamkhadienne et mariotte assiégea la ville méditerranéenne en 1766, peut-être en rébellion. Après cette date, Ugarit restait probablement soumise au pouvoir alépin. Qatna, près de l'actuelle ville de Homs, était la deuxième grande capitale du Levant. Pour les caravanes de Marie, elle était plus difficile à atteindre car la steppe syrienne séparait les deux royaumes. Cette steppe, dominée par Qatna, servit de pâturage aux grands troupeaux. Lors d'une période de sécheresse, Ishri-Adou, le roi de Qatna, invita le roi de Marie de faire paître ses moutons chez lui en l'exhortant « Des nomades n'ont qu'à passer le fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate, pour venir ici, afin qu'on fasse paître mes moutons avec les tiens. » Les caravanes pour Qatna devaient passer par Tadmer, l'oasis de Palmyre, qui fit partie du royaume, tout comme l'oasis de Karyatayn, l'ancienne Nazala. Depuis le Moyen Euphrate, 3 routes sont évoquées dans les textes. La plus usuelle était celle qui passait par Abatum à l'ouest de Tutul, la plus au nord. Yasmach-Adou avait épousé une princesse de Qatna. L'alliance avait pour but de contrer le roi d'Alep, Soumu-Epur, véritable troublion. Yasmach-Adou en personne aurait dû diriger une grande armée vers Qatna pour aider son beau-père à se défendre, mais ce plan ne fut jamais réalisé. Finalement, 2 armées furent envoyées au secours de Qatna. L'une opéra dans la région de Damas pour mater une révolte dans le pays d'Apum, l'autre au Liban. Les lettres des généraux envoyées depuis le Levant, dont un bon nombre inédit encore, restent une source extraordinaire sur ces régions et leurs populations, parmi lesquelles sont mentionnés par exemple des Cananéens Kinachnom. La guerre de Soumu-Epur contre Samsi-Adou et Ishri-Adou de Qatna avait pris une tournure internationale. Je suis désolée, j'ai manifestement pas bien enregistré. Si vous me voyez, avait pris une tournure internationale. Si vous me permettez cet anachronisme, selon une lettre de Samsi-Adou encore inédite, que j'ai citée dans mon article de RSO, on apprend « Soumu-Epur n'arrête pas d'attaquer le pays d'Ishri-Adou. Par ailleurs, il a initié des révoltes dans de nombreuses villes appartenant à Ishri-Adou. » Et pire encore, Soumu-Epur a écrit au sire de Byblos et au sire de Hatzor et les a fait se tenir avec leur force complète. Ils ne cesseront de mettre le feu sur les habitations Maskanatum du pays de Katanum et s'approcheront de la grande porte de Katanum. C'est actuellement la seule mention connue de Byblos datant de l'époque de Samsi-Adou, alors que nous en avons beaucoup dans le texte de Zimrilim. Cela s'explique peut-être par le parti pris de Byblos d'être allié, peut-être vassal d'Alep. À l'époque de Zimrilim et surtout après la campagne militaire vers Ugarit, le roi de Byblos, Yantin-Khamou, envoya des ambassades chargées de cadeaux, notamment de la vaisselle précieuse et des textiles en lin. Les textes de Marie font référence au style particulier des objets dits de Byblos, peut-être une façon de décrire des objets égyptianisants. Plus au sud, Hatzor est la ville du Levant la plus éloignée, identifiable avec certitude, qui est attestée par les archives de Marie. Hazor était la capitale d'un royaume amorite. Les habitants de cette ville sont explicitement désignés ainsi. Le roi Ibn Adou est très bien documenté par les archives de Marie. Son palais a été fouillé. Mais c'est à l'extérieur du palais, à la surface du Tel,
qu'une lettre fragmentaire a été découverte. Bien que le haut de l'adresse, avec l'adresse manque, nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une lettre de Samsi Adou, qui adressa à un collectif de rois du Levant une lettre après sa victoire sur Marie. Selon ce message, peut-être une copie d'une scolaire d'un texte original, il réclama des grandes quantités de textiles et d'armes d'apparat au roi de Hatzor et à ses collègues, demandant « Ces objets doivent arriver rapidement à Marie. Il ne faut pas qu'une faute se produise. Depuis que je me suis emparé de Marie, mes pensées sont placées vers Ekalatum pour les offrandes et les fêtes. Ne soyez pas négligents pour les préparatifs. » La suite des relations était plus apaisée et ils continuèrent ainsi à l'époque de Zimrilim. Hazor échangea avec Marie des musiciens et musiciennes, des textiles et vases de luxe. On voit que l'étain fut envoyé par Marie vers cette contrée. Les renseignements concernant Hazor ont été réunis par Marco Bonecchi dans la référence qui est à l'écran. Ce petit aperçu très rapide montre à quel point le contact entre Marie et le Levant était constant et naturel. Certains rois de Marie se rendirent même en personne dans les contrées, arrivèrent jusqu'à la Méditerranée. Zimrilim avait mené ses troupes en personne jusqu'à Ougarit et avait ensuite pu acheter la ville d'Al-Artoum, mieux connue sous le nom plus récent Al-Alah. Nous avons vu que Samsi Adou avait envisagé d'envoyer son fils à la tête de troupes à Katna, mais qu'il se limita finalement à envoyer des généraux qui intervenaient dans la Bekaa et dans la région de Damas. Avant, ce fut Yartonlim qui s'était rendu au bord de la Méditerranée. Il fit déposer une inscription dans le temple du dieu Soleil, dans laquelle il raconte « Depuis le jour lointain où le dieu avait bâti la ville de Marie, aucun roi habitant Marie n'avait atteint la mer, n'avait atteint les grandes montagnes, ni coupé ses arbres. Yartonlim, fils de Yagitlim, etc., alla vers la rive de la mer afin d'offrir à la mer une grande offrande digne de sa royauté. Sa troupe s'est lavée dans l'eau au milieu de la mer. Après cette entrée en matière, Yartonlim révèle, sans le dire clairement, les circonstances de son déplacement. Il soumit le pays au bord de la mer. Il le fit habiter sous son ordre. Il le fit marcher derrière lui. Il lui imposa un tribut régulier. Ils lui apportèrent leur tribut. Cette année-là, 3 rois yaminites, Laom, le roi de la tribu de Uprapum, Parlokolim, le roi de la tribu de Amnamnom, Ayalom, roi d'Abatum et du pays de Raboum, sont devenus hostiles. L'armée de Sumu-Epur, du pays du Yamkhat, est venue en tant que leur soutien militaire. Le récit devient plus clair quand on comprend qu'il fait allusion à une guerre ethnique, où ce roi simalite affronta ses voisins yaminites, soutenus par le roi d'Alep, Sumu-Epur, encore lui. Après la victoire, Yartonlim poursuivit les fugitifs jusqu'à la mer Méditerranée et profita d'être sur place pour couper du bois dans le Liban. Nous savons par plusieurs indices que les tribus yaminites, nomades yaminites, firent paître leurs troupeaux au Levant, car une lettre rappel à Zimrilim se fait manifestement bien connue de tous. Ils disent « Le pays de Yamkhat, celui de Katna et celui d'Amurum sont le pâturage des Yaminites, et dans ce pays, les Yaminites ont leur soule de grains et paissent leurs troupeaux. » Une autre lettre montre qu'une trentaine d'années après Yartonlim, les Yaminites rabéens, donc des Rabous, se réfugièrent dans la région de la Bekaa, entre Liban et Saron, pour échapper à des représailles. Dans la steppe syrienne, un autre groupe de nomades est attesté.
les soutiens des nomades au grand parcours et marchands d'esclaves malfamés. Dans la documentation de Marie, ils sont souvent attestés comme escorteurs de caravanes. Nous savons qu'il y avait plusieurs tribus soutiens, peut-être réparties géographiquement, chacune avec leur chef. Dans une lettre dans laquelle Samsi Adou essaye d'inciter les soutiens de mener une attaque contre une caravane babylonienne, cette lettre est particulièrement intéressante. Samsi Adou voulait à tout prix éviter que des Babyloniens rentrent chez eux. On devait soudoyer des soutiens de ne pas protéger cette caravane, mais d'attaquer les ambassadeurs en leur disant « C'est le printemps. Les messagers du sire de Babylone, qui sont allés au Yamchat et à Carchemish, rentreront depuis les Yamchat et depuis Carchemish. Si en cela, vous pouvez me rendre une faveur, rendez-la moi, et alors je vais vous attribuer définitivement votre patrimoine. » Qu'on promette 5000 moutons aux différents chefs soutiens et qu'on leur dise ceci. Attrapez tous les messagers et livrez-les-moi, et pillez leurs biens, mais leur cadeau royal qu'ils apporteront depuis le haut pays, que ce soit un singe ou bien un animal non identifié, hurleur, envoyez-le-moi. L'ambassade avait l'intention de voyager de Carchemish et Alep vers Babylone en empruntant un chemin via la steppe sans passer par Marie. Pour ce genre de route, on se dotait d'escortes soutiennes. La fin du passage cité est remarquable. Samsi Adou supposait que les rois de Carchemish ou d'Alep envoyèrent des cadeaux pour Hammurabi de Babylone. Samsi Adou espère obtenir, au cas échéant, des animaux exotiques, parmi lesquels il espère un singe du haut pays. Cela me permet de venir dans cette dernière partie à la question de Tukrish, alias Dugurasu. La grande question restera, est-ce que Tukrish de l'époque paléo-babylonienne est vraiment identique à Dugurasu? Vanna Biga et Piotr Steinkeller avaient souligné dans un article qui a déjà été cité plusieurs fois aujourd'hui et qui est très important, que les singes furent exportés au 3e millénaire depuis Dugurasu et il l'avait pris pour un des arguments en faveur de l'identification avec l'Égypte. Dans la lettre citée, les singes provenaient du haut pays. Or, le haut pays et Tukrish sont également mentionnés dans une inscription de fondation du temple d'Achour de ce même Samsi Adou, qui dit « En ce jour-là, je reçus véritablement le tribut des rois de Tukrish et du roi du haut pays à l'intérieur de ma ville Achour. Je plaçai mon grand nom et mes inscriptions dans le pays de Laban, donc Liban, au bord de la Grande Mer. Malgré tous les progrès dans le domaine de la géographie historique de ces dernières années, il est malheureusement toujours difficile de situer ces deux entités, Tukrish, paléo-babylonien, et le haut pays, au moins grossièrement sur une carte, et de répondre à la question qui intéresse si particulièrement les participants du colloque. Michael Guichard est celui parmi les spécialistes de Marie qui a commenté le plus longuement les données concernant Tukrish. Selon ses arguments, Tukrish doit être cherché dans une région périphérique du nord-ouest, peut-être dans l'Antitaurus. Dans leur étude récente, Vanna Biga et Piotr Steinkeller, acceptant ces arguments, ont souligné, et nous en sommes entièrement d'accord, que Tukrish ne peut en aucun cas être localisé en Iran, comme cela a été proposé autrefois. Par ailleurs, et c'est plus étonnant quand même, Dugurasu et Tukrish seraient deux entités géographiques différentes, malgré la similitude du nom. Lors de la rédaction de mon article de RSO 28, paru en 2021, j'ai été moins critique
acceptant avec enthousiasme l'identification de Toukrish avec l'Égypte et du Haut-Pays avec le Taurus. Aujourd'hui, j'avoue, je suis un peu plus sceptique. Ce qui est sûr est que Toukrish, paléo-babylonien, était une contrée réelle et non une région mythique. Un cuisinier vint de cette région et fut intégré dans les services de cuisine de Yasmar-Addu. Des messagers de cette région pourraient être attestés dans un document économique mal conservé, en même temps que des messagers de Katna et de Carchemish. Et un homme totalement désespéré semble l'avoir écrit depuis Toukrish. Malheureusement, la lettre est tellement fragmentaire qu'on ne comprend pas grand-chose, sauf ceci. Je suis monté depuis le Toukrish et n'ai pas pu apprendre une nouvelle de ma maison, ni n'ai-je vu la face des dieux, ce qui donne l'impression qu'au Toukrish, on était vraiment coupé du monde. Et le seul nom propre d'un Toukrishien est malheureusement cassé. Il commence par « ou ». Yarton-Lim avait beaucoup d'objets de style toukrishien dans son palais, notamment cette boîte en ivoire mentionnée tout en bas, travail de Toukrish. Alors que Zimri-Lim avait des vases en forme de tête d'animal ou en faïence, des armes, mais surtout un lit en ébène toukrishien ainsi que des décorations de meubles. Or, selon une lettre adressée à Hammurabi d'Alep, peu après la mort de Yarim-Lim, Zimri-Lim, qui était en train d'équiper son domaine à Al-Artoum, demanda que des promesses que Yarim-Lim avait faites soient maintenues et conclut le message, le bois de cèdre Urnum et les fournitures provenant de Toukrish en abondance. Il ne doit pas y avoir de faute. Et remarquez la graphie avec D, Toukrish, qu'on a déjà vu une fois. Comment conclure alors que le mystère reste entier? L'horizon des archives de Marie s'arrête manifestement à Hazor, la dernière ville avec laquelle on commerçait normalement. Le contact avec l'Égypte, s'il y en avait, passa par Byblos et non par Hazor. La Toukrish paléo-babylonienne reste dans une zone d'ombre, et je donne raison aujourd'hui à Michael Guichard que beaucoup d'indices la situent plutôt en Turquie actuelle et non en Égypte. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les rois de Toukrish sont mentionnés au pluriel dans les inscriptions de Samsi-Addu. Malheureusement, nous ne pouvons pas demander à des escorteurs soutiens de nous y conduire et peut-être que ce n'est même pas une bonne idée. Je vous remercie de votre attention.